Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'intelligence artificielle et je vais tenter de vous faire comprendre les éléments essentiels du vocabulaire de cette nouvelle méthode qui permet de réaliser des choses assez sympathiques dans le milieu de l'imagerie médicale et dans la médecine en général. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Ludovic Bordas, je suis manipulateur responsable IRM et j'administre également le PACS et le RIS de la société Radiologie Paris-Ouest. Je travaille essentiellement au Medipôle de Nanterre Université et je suis aussi chargé de projet digital. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de participer au diplôme universitaire d'intelligence artificielle appliquée en médecine, ce qui a été très intéressant. Pourquoi aujourd'hui nous pouvons faire de l'intelligence artificielle? Pourquoi autant de bruit autour de cette technique? Parce qu'aujourd'hui nous sommes capables de stocker énormément de data, ce qu'on appelle le big data. Le big data représente toutes les informations numériques que nous pouvons stocker. En général, elles ne sont pas stockées sur nos ordinateurs, mais stockées directement sur des serveurs. On va voir ça un petit peu plus tard. Dans la vie quotidienne, le big data, ça peut être des coordonnées GPS, ça peut être également le nombre de calories consommées grâce à une montre connectée, les heures de sommeil. Si vous avez pris un taxi, un vélo, carte grise, tout ce que vous utilisez de manière numérique peut constituer du big data. Toute cette big data, toute cette data est stockée dans le cloud. Le cloud, c'est tout simplement la manière d'accéder à des informations de manière déportée. Les informations ne sont pas stockées sur vos appareils, sont stockées sur des serveurs à distance. Vous avez besoin d'Internet pour y accéder. Le cloud computing, c'est une technologie qui utilise la technologie de la déportation également. C'est la possibilité d'utiliser la puissance d'un ordinateur que vous ne possédez pas. Vous allez louer de la puissance informatique. En l'occurrence, dans le milieu des jeux vidéo, la société Shadow permet de faire du cloud computing, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser des ordinateurs très haut de gamme à partir de votre ordinateur portable qui est d'entrée de gamme ou à partir d'un smartphone. Ce qui est important de comprendre, c'est la différence entre le machine learning et le deep learning. Le machine learning, un opérateur va entrer les caractéristiques de l'objet recherché de manière à ce que l'informatique cherche ces caractéristiques et trouve la solution. En l'occurrence, dans cet exemple, c'est une voiture, il y a un humain qui a extrait les caractéristiques, à savoir il y a des roues, il y a un pare-choc, il y a des vitres, et à rentrer tout ça dans un code informatique. L'ordinateur va alors ensuite faire de la classification et dire si l'image est une voiture ou pas une voiture. Avec le deep learning, c'est différent. On fournit des informations à l'ordinateur, on va lui fournir énormément d'images de voitures, il va extraire automatiquement les caractéristiques qui lui sont propres. Peut-être que pour lui, les roues ne sont pas importantes, mais la carrosserie est importante. C'est totalement indépendant de la pensée humaine. Ce qui fait qu'il extrait ses propres caractéristiques et il va pouvoir prédire si c'est une voiture ou si ce n'est pas une voiture. Dans le milieu de l'imagerie médicale, on utilise essentiellement du deep learning et on va essentiellement utiliser de l'apprentissage supervisé. Donc l'apprentissage supervisé consiste à étiqueter les fraises ou les bananes. On donne l'information à l'ordinateur, les images de bananes, les images de fraises, avec les étiquettes correspondantes, et il va apprendre. L'apprentissage non supervisé n'est pas utilisé en médecine, ou très peu, consiste à donner des images non labellisées, de manière à ce que le deep learning soit capable de les séparer. On utilise pour ça la régression linéaire. Donc la régression linéaire, tout simplement, on va déposer les images de bananes et de fraises sur un diagramme et on va essayer de trouver la courbe qui va être la meilleure pour séparer les deux échantillons, ce qu'on appelle la régression linéaire. Bien évidemment, cette régression linéaire est de plus en plus complexe selon que la question posée est complexe et par conséquent on va utiliser des réseaux de neurones artificiels. Les réseaux de neurones artificiels fonctionnent toujours de la même façon. Vous avez en vert les points d'entrée, en bleu la couche cachée et en jaune la couche de sortie. Bien évidemment, les réseaux de neurones peuvent être très complexes. Ici on a donc une couche d'entrée avec 4 entrées, 2 couches cachées avec de multiples nœuds et 3 couches de sortie. Sur cet exemple, on voit le chiffre 9 écrit de manière manuscrite qui correspond à 28 pixels par 28 pixels dans la matrice. Nous avons donc 784 points d'entrée
et 9 possibilités de points de sortie. En fonction des activations des neurones, on va avoir une réponse qui va donner une probabilité que ce soit le chiffre 9. Attention, les réponses données par l'intelligence artificielle sont toujours des probabilités. Donc dans cet exemple, on peut par exemple avoir 80% de chance que ce soit le chiffre 9, mais on peut également avoir 20% de chance que c'est le chiffre 7. Donc ça reste des probabilités, ce ne sont pas des réponses absolues. Sur cette image, on voit deux visages qui ont été générés par de l'intelligence artificielle, par un réseau bien particulier qui s'appelle les réseaux antagonistes génératifs. Comment ça fonctionne? On a deux réseaux de neurones qui vont s'affronter, un générateur et un discriminateur. Le générateur utilise la même base de données que le discriminateur, dans lequel on va insérer du bruit. Donc on va insérer de l'aléatoire, ça va créer une image fausse, qu'on voit ici, c'est un 8, et le discriminateur doit dire si l'image est réelle ou si elle est fausse. Grâce à ces systèmes, on est capable de créer des nouvelles images ou des nouvelles œuvres, comme de la musique classique, comme des peintures, grâce à ce système qui imite terriblement bien la réalité, parce que le discriminateur est bien évidemment très bien entraîné et le générateur est très bien entraîné. Donc les deux s'affrontent de manière à générer des résultats qui sont très bluffants. On en reparlera un petit peu plus tard dans la présentation. Dans le monde de la radiologie, le big data, ça peut être nos images d'ICOM qui sont stockées sur nos PACS, des statistiques d'incidence de prévalence. Le cloud computing peut être utilisé pour faire du post-traitement avancé, des reconstructions MPR déportées. C'est déjà le cas aujourd'hui sur nos PACS qui sont capables de faire du MPR pour l'ordinateur du patient. Ou du correspondant. La data va pouvoir constituer aussi les ordonnances, les comptes rendus, les publications récupérées sur Internet. À quoi s'attendre avec le deep learning? On peut s'attendre à des interprétations assistées, de la quantification automatique, des segmentations automatiques qui aujourd'hui sont très pénibles à réaliser, et une amélioration de la qualité d'image. La force de la radiologie, c'est le standard d'ICOM. Le standard d'ICOM va permettre à l'intelligence artificielle de lire directement les valeurs numériques et donc de ne plus travailler sur des images comme les humains, mais sur les données intrinsèques des images d'ICOM. J'aimerais vous parler de deux notions un petit peu techniques. La première, c'est la convolution. La convolution, c'est la capacité qu'a l'informatique à découper une image, analyser une petite partie et trouver des motifs récurrents sur les échantillons d'entraînement. Beaucoup d'images de voitures, s'il trouve un enjoliveur, il va être capable de trouver que c'est un motif récurrent. Ensuite, il peut appliquer des filtres de manière à faire ressortir les contrastes. Dans le monde de la radiologie, ce sont souvent des filtres de bord, donc les bordures horizontales, les bordures verticales, les bordures diagonales. Grâce à ces échantillons, quand on retrouve des patterns, des motifs récurrents, on va être capable d'isoler les caractéristiques intrinsèques d'une pathologie pour la rechercher ensuite sur des futurs échantillons. Deuxième notion un petit peu technique, aujourd'hui l'informatique est ce qu'elle est, elle est quand même puissante, mais on est limité par la technologie de notre époque, et une manière de s'affranchir de cette limitation technologique, c'est d'utiliser le pooling. Le pooling va permettre de réduire les résolutions de l'image, des images, tout en gardant les caractéristiques intrinsèques. Donc en l'occurrence ici vous avez un exemple de max pooling. On va prendre le pixel avec la plus grande intensité et diviser la résolution par 4 de cette image. Comment ça fonctionne en pratique le deep learning dans un service de radiologie? Le manipulateur réalise l'acquisition des images, un nœud d'ICOM est inséré sur la modalité, les images sont à la fois poussées sur le PACS, la console de post-traitement, mais également sur le serveur d'intelligence artificielle. Les images sont envoyées au serveur d'intelligence artificielle qui va réaliser l'analyse grâce à son algorithme. Un rapport est renvoyé au radiologue, soit sur sa console de post-traitement, soit sur un outil à part. Mais en quelques secondes, on a la possibilité d'avoir des informations et des prédictions de la part de l'algorithme. En cas pratique,
je vous présente le diagramme de Therapixel et vous voyez qu'en réalité on retrouve tout ce que je vous ai déjà parlé. Donc vous avez d'abord le patch. Donc le patch, c'est le fait de récupérer une petite partie de l'image. Ensuite on va commencer par réaliser une première convolution puis une seconde convolution. On réalise un pooling et ensuite l'image résultante va être à nouveau convolution, convolution, pooling, etc. Tout ça en cascade. On arrive avec une première réponse. Donc ici on a une classification avec 5 sorties, pardon. Donc première sortie, l'image est saine. Deuxième sortie, une calcification. Deuxième sortie, une masse bénigne. Quatrième sortie, une calcification maligne. Cinquième sortie, une masse maligne. On repasse cette information encore dans un nouveau réseau de neurones avec à la fin 2 possibilités de sortie, quelque chose qui est sain ou quelque chose qui est un cancer. Le souci de l'intelligence artificielle et du deep learning, c'est essentiellement les boîtes noires. Les boîtes noires, c'est la manière dont l'intelligence artificielle va déterminer ses caractéristiques pour classifier ce qu'on lui demande. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est difficile de connaître les arguments qui ont poussé l'intelligence artificielle à donner cette réponse. Donc il faudrait que les industriels arrivent à mettre en place des solutions qui permettent d'avoir des outils qui puissent permettre d'expliquer concrètement pourquoi l'intelligence artificielle a donné cette réponse. Deuxième problème aussi avec l'intelligence artificielle, c'est le prix. Vous avez ici un appareil de chez Nvidia qui coûte 400 000 €, en sachant qu'il en faut plusieurs pour réaliser ces calculs d'entraînement. Donc voilà, on a un prix qui est très limitant. On a aussi un troisième souci, c'est que la pathologie qu'on va chercher sur une image est plus petite que l'image en elle-même. Si je vous montre l'image de gauche, vous voyez une voiture. Si je vous demande de reconnaître si c'est une voiture, c'est simple. Par contre, si je vous montre l'image de droite, je vous dis voilà, recherchez la fracture. C'est pas aussi facile, surtout pour des débutants. Et elle se trouvait juste ici, mais vous voyez que c'est une composante quand même minime de la radio par rapport à la question posée. Où on en est de l'intelligence artificielle en imagerie médicale en 2021. On commence à avoir des outils intéressants. Donc là, je vous présente l'outil MammoScreen avec lequel on travaille depuis 2 ans maintenant. Vous avez ici la mammoliste. Toutes les patientes ont été mammographiées et l'algorithme nous donne des scores à droite qui vont de 1 jusqu'à 9. Donc ça nous permet d'avoir une classification de toutes nos patientes et de voir quel est le risque. Quand on clique sur une patiente, on va se retrouver avec ce diagramme, cette présentation qui va nous présenter les zones qui sont suspectes et une classification des différentes zones. C'est un outil qui fonctionne vraiment très bien, qui est très rapide. En quelques secondes, on arrive à avoir toutes les informations et le manipulateur a à peine le temps d'imprimer ces images que l'algorithme a déjà travaillé sur les images. Il y a aussi l'outil d'AZMed avec lequel on fonctionne, qui fait de la recherche de fractures. Donc vous voyez, c'est aussi simple. Nous, on a pris le parti de réaliser l'analyse et de la pousser directement sur le PACS, puisqu'on fonctionne on travaille sur le PACS pour les interprétations. Donc on fait la radio, le manip envoie ces images directement sur le PACS. L'analyse est faite en temps réel par le serveur d'AZMed et automatiquement les images sont rajoutées directement sur le PACS. Donc on lit les images à la fois natives et les images à la fois traitées par l'intelligence artificielle conjointement. Il existe des recherches et même des solutions aujourd'hui sur la radiographie pulmonaire. Donc là, c'était une étude faite en août 2017 sur la recherche de tuberculose, mais beaucoup de sujets ont évolué concernant l'épidémie de Covid. On a les mêmes outils. On a l'outil Cure qui en 2019 faisait des recherches de 4 pathologies, la cardiomégalie, des comblements des apex, des recherches de nodules et des opacités.
Cure s'est également diversifié avec de la recherche de pathologie cérébrale, de la quantification de cartilage, de la volumétrie sur les tumeurs cérébrales, de la recherche de graisse abdominale et également des maladies pulmonaires sur le scan. Ici on a un exemple d'intelligence artificielle sur de l'imagerie cardiaque, sur de l'imagerie d'IRM cardiaque, traitée en 4D Flow dans le cloud. C'est la société Arteris qui propose cet outil depuis plusieurs années et qui fonctionne vraiment très bien, qui a permis d'améliorer vraiment la prise en charge des patients. Auparavant, les apnées étaient très très longues et très nombreuses. Aujourd'hui, on fait des acquisitions en respiration libre en une vingtaine de minutes et c'est beaucoup plus confortable pour les patients. Ils ont développé d'autres modules comme sur le scan pulmonaire ou encore sur l'IRM abdominal pour les recherches. On a aussi Facebook et l'Université de New York qui cherchent à accélérer l'IRM de manière drastique. Vous voyez à gauche un espace K très sous-échantillonné. L'objectif c'est d'atteindre une qualité équivalente à ce qu'on fait aujourd'hui mais dans un temps extrêmement réduit. On a également Canon qui a sorti son DLR qui permet d'extraire le bruit des images. Donc les acquisitions IRM sont réalisées avec des paramètres où on va accélérer les séquences, elles sortiront bruitées, mais le DLR va pouvoir reconnaître le bruit et l'extraire des images. Ils font également la même chose au scanner, ça fonctionne vraiment très bien. Ça c'est un réseau antagoniste que je voulais vous montrer. L'objectif de ce réseau antagoniste c'est de rajouter des tumeurs sur des images non pathologiques parce qu'aujourd'hui c'est compliqué d'anonymiser complètement des données, donc l'objectif demain ça sera peut-être de créer des faux patients à partir de data existantes et de rajouter des tumeurs par exemple sur des images non pathologiques. Donc par exemple là où on a sur la première ligne, on a l'original, c'est-à-dire le patient avec la tumeur. Sur la deuxième ligne, on a la tumeur qui a été inversée de côté, donc on l'a juste tout simplement déplacée de côté. Sur la troisième ligne, on a augmenté la taille de 16%. Sur la quatrième ligne, on a diminué la taille de 16%. Et tout en bas, vous voyez que la tumeur a été rajoutée sur une IRM cérébrale normale d'un autre patient. Si vous deviez récupérer quelques messages à ramener chez vous en 2021, l'intelligence artificielle en général c'est un programme qui traite des volumes gigantesques de données et qui apprend tout seul à les utiliser pour des objectifs bien définis à l'avance. La question est simple, la réponse est simple. L'intelligence artificielle, ça constitue une prédiction d'une réponse mathématique à une question. On classe après un apprentissage qui a été réalisé sur une quantité gigantesque de données. Il existe différents types de réseaux, on en a vu quelques-uns, les réseaux de neurones convolutionnels qui permettent d'analyser sur les images, des réseaux de neurones antagonistes qui permettent de créer de la nouvelle data, et ils ont des performances différentes en fonction de l'objectif recherché. L'intelligence artificielle, c'est très gourmand en puissance de calcul. Les convolutions et le pooling permettent d'améliorer les choses et de soulager l'informatique qui peine encore en 2021. Et en médecine, la donnée est sensible, ce qui explique le délai entre le domaine de la recherche et les applications cliniques. En conclusion, je dirais que par le passé, on était vraiment confronté à l'intelligence artificielle. On se disait qu'est-ce que c'est que cette technologie, mon Dieu, ça va nous voler nos emplois. Force est de constater qu'aujourd'hui, c'est une aide sympathique. On touche du doigt les applications pratiques. On commence à créer des belles collaborations entre l'humain et l'intelligence artificielle. Et demain, je suis persuadé que ce sera un outil qui prendra part de notre quotidien. Je vous remercie de votre attention.